actuelle. Ah pardon, j'ai eu une alerte d'enregistrement. Pardon, je continue. Mais les enfants également, il y a des enfants qui arrivent seuls, non accompagnés, donc qui arrivent sans leur famille. Et donc pour nous, c'est vraiment un point d'alerte et d'attention. Et on a aussi renforcé nos équipes sur place pour mettre en place une réponse spécifique par rapport à la protection de l'enfance et notamment en créant ce qu'on appelle des points bleus qui sont des endroits sûrs pour les enfants. Euh, donc, on aide les pays qui accueillent les réfugiés d'un point de vue matériel. Donc, tout ce qui est aide d'urgence, parce que c'est la priorité. Les personnes arrivent en plein hiver, il y a parfois de la neige, il fait très froid, surtout la nuit. Donc, notre aide d'urgence, de façon très concrète, c'est aussi des couvertures, des kits pour les bébés, comme il y a beaucoup d'enfants. Donc, ça fait partie de notre aide, mais aussi de soutenir les États dans les capacités d'accueil d'urgence. Donc ça, c'est prioritaire. Mais il faut en même temps travailler sur la question de la protection des enfants, la prévention de risques, le partage de la bonne information, parce que quand les personnes arrivent, c'est crucial qu'elles puissent avoir tout de suite rapidement la bonne information sur leurs droits, leurs obligations. Et donc là, on a très vite traduit des brochures en anglais. On a créé des sites internet qui s'appellent help.unhcr dans les différents pays où les personnes peuvent avoir accès à la bonne information. Et puis, c'est notre rôle du HCR, c'est notre mandat, donc on coordonne les acteurs humanitaires. Donc ça, c'est les pays voisins. Maintenant, en Ukraine, on est aussi présent en Ukraine. On a 115 collègues qui sont présents en Ukraine. On est en Ukraine depuis très longtemps. On a un bureau depuis 1994. On répond à la situation humanitaire depuis 2014 dans l'est du pays. Donc, on avait déjà une équipe sur place avec un rôle particulier dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, et vous me dites si vous avez des questions après sur ça, mais on coordonne ce qu'on appelle le cluster protection. Donc, c'est-à-dire que c'est le HCR qui coordonne le secteur de la protection, donc protection des personnes déplacées internes. Donc, on a ce rôle et on continue à jouer ce rôle qui est très important maintenant. On a aussi activé le cluster de gestion de camps et donc de biens, d'abris de première nécessité. Et puis, on est aussi le co-lead du cluster sur la logistique. Donc, dans le cadre des activités qu'on a, et puis j'oubliais les chiffres, donc on estime à 1 million de déplacés internes en Ukraine, mais c'est une estimation parce que du fait de la situation, il est difficile d'avoir accès à toutes les informations. Il est difficile aussi pour nos collègues sur place de se déplacer. Donc, selon les opérations militaires, il faut qu'ils se mettent à l'abri. Il y a des équipes qui sont vers l'ouest du pays ou vers le centre du pays, où on a acheminé aussi de l'aide d'urgence. Donc, on a renforcé nos stocks sur place. Donc, il pourrait y avoir encore plus de personnes déplacées et surtout, on estime à 12 millions le nombre de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire actuellement. Donc, effectivement, les besoins humanitaires en Ukraine sont énormes et le travail des humanitaires est très, très compliqué au vu de la situation. Donc, on essaie, avec le réseau de partenaires qu'on a, puisqu'on était déjà opérationnel, on essaie avec les autorités locales, les comités de déplacés internes, nos associations partenaires sur place, de collecter de l'information sur les risques de protection, les besoins, et donc de coordonner la réponse des acteurs en matière de protection, mais aussi d'apporter de l'aide d'urgence. Et on a notamment en fait réussi à acheminer des convois d'aide au centre du pays, où on a créé des stocks pour pouvoir aider les personnes quand elles arrivaient, quand elles se déplaçaient. On a des partenaires qui travaillent toujours aussi à l'est du pays, où on a pu apporter de l'aide très basique dernièrement, parce que les personnes manquent de tout, après avoir passé de nombreux jours, très souvent dans des abris anti-bombes. Et puis ensuite, on est vers les frontières des pays voisins, où là aussi, on apporte une aide parce que les queues et les temps d'attente étaient très, très longs.
Et du coup, c'est vraiment une aide d'urgence qui est apportée, qui comprend aussi, par exemple, une boisson chaude, des couvertures, vraiment une aide pour les personnes qui attendent. Donc voilà, je sais qu'on a beaucoup de choses, donc je ne veux pas être très, très longue. Et je voulais aussi passer la parole à ma collègue, Estelle Morange, qui peut vous parler justement des besoins particuliers qu'on peut avoir dans le cadre de notre réponse. Et je reste disponible s'il y a des questions dans le chat. Merci beaucoup Céline. Bonjour à tous, je suis très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je profite du fait que vous soyez nombreux. Bon, je remercie Anne déjà pour nous avoir invités. Et je pense que beaucoup d'entre vous nous ont déjà contactés et ont déjà souhaité soutenir les populations déplacées de force au travers du HCR, et c'est le moment de vous en remercier. Donc merci à toutes les fondations qui ont déjà travaillé avec nous très rapidement dans des délais très courts et de votre côté et du nôtre. Donc un grand merci pour cela. Par rapport à ce que Céline, tu viens d'expliquer un petit peu sur la situation, les besoins du HCR en matière de partenariat avec le secteur privé dans cette situation d'urgence se situent vraiment d'un point de vue financier. Un plan de financement qui recouvre donc des actions d'une durée de 6 mois, de mars à donc 6 mois jusqu'au mois de septembre, a été publié par le HCR. Et les besoins de financement pour nos actions dans l'ensemble des pays que Céline a mentionné s'élèvent autour de un peu plus de 500 millions de dollars. C'est avec ces fonds-là que nous pourrons mener les actions que Céline a évoquées. Donc, comment nous aider? Il y a plusieurs manières de ce côté-là, plusieurs mécaniques d'engagement. Nous avons besoin de dons financiers, ça c'est certain, pour couvrir nos activités de façon urgente, de dons financiers qui soient agiles et flexibles. Des choses qu'on a pu expliquer à nos partenaires dans le cadre de cette urgence, c'est que comme vous pouvez le voir tous les jours, la situation est tellement en mouvement qu'il est important pour nous de pouvoir un jour affecter tant de milliers d'euros à la Pologne, puis à la Moldavie, puis à la Roumanie, puis à la Hongrie. Voilà. Donc cette flexibilité, c'est quelque chose qu'on demande vraiment, c'est capital pour nous, pour travailler sur cette urgence. Et la mobilisation des entreprises et des fondations à nos côtés, elle est passée par des dons financiers, elle peut passer par des dons financiers, mais aussi par la mobilisation des collaborateurs et des clients. On a mis en place, nous, à ce jour, un peu plus d'une vingtaine de collectes auprès des collaborateurs d'entreprises partenaires, parce que c'était aussi un souhait partagé et un élan de solidarité global venu de tous, et qui nous tient à cœur aussi de parvenir à mobiliser des collaborateurs. Ces collaborateurs qu'on engage pour nous aider à répondre à cette urgence, c'est aussi une manière pour nous de les sensibiliser à l'exil, au déplacement de force, parce que vous l'avez évoqué en préambule, on est face à une crise majeure, mais tous les jours, et Céline, depuis 15 ans aussi, toi depuis que tu travailles au HCR, tous les jours, nous travaillons dans des pays où on a des déplacements de plusieurs centaines de milliers de personnes, et c'est le cas au Yémen par exemple, mais ce sont des crises qui sont plus silencieuses, en tout cas pour l'attention du grand public. Donc engager des collaborateurs dans une démarche d'accompagner les entreprises et les fondations dans une solidarité, c'est aussi important pour ça, nous, pour cet aspect de sensibilisation. Et c'est la même chose du côté des clients, bien entendu. Je finis par un point très rapide sur les dons en nature, parce que c'est des questions, et le volontariat, voilà, c'est deux questions qui nous ont beaucoup été posées. Les dons en nature, pour nous, ne sont pas un besoin prioritaire à l'heure actuelle, sauf si on parle de grandes quantités de produits, notamment des produits d'hygiène et des produits pour enfants. Pour des raisons logistiques que j'imagine vous pourrez comprendre, et si ce n'est pas le cas, on pourra en parler en bilatéral, bien sûr, pour des raisons logistiques. Le HCR, il avait déjà 6 entrepôts prépositionnés et remplis en Ukraine, et il possède différents hubs dans certains pays limitrophes, et puis un peu plus loin, évidemment, des entrepôts qui ont déjà prépositionné des produits d'urgence pour des produits de première nécessité. Donc, pour nous, tous les collectes de vêtements, etc., depuis la France, ça ne correspond pas forcément à un besoin prioritaire, et
ça nous pose de gros problèmes logistiques. Donc, c'est des choses sur lesquelles on pourra discuter peut-être dans les prochaines semaines, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas la priorité. Et du côté du volontariat aussi, on a beaucoup de collaborateurs qui ont émis des souhaits de s'engager, donc d'aller être bénévoles, et ça peut être vos collaborateurs d'ailleurs polonais, hongrois ou roumains. Le HCR, il ne travaille pas sur la base du volontariat, on a vraiment un staff professionnel qui travaille sur place, et notamment pour des raisons de sécurité et de coordination, on ne fait pas appel pour le moment à des volontaires. Donc voilà, je préférais préciser ça pour être tout à fait exhaustive. Mais en tout cas, sachez que les mécaniques de soutien sont nombreuses, et puis on a la capacité technique maintenant, depuis une dizaine de jours, on essaie de travailler de plus en plus vite pour vous accompagner sur quelle que soit la forme de votre élan de générosité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et bien sûr, n'hésitez pas à nous joindre. Je crois que vous aurez nos coordonnées par la suite. Merci à tous. Merci donc pour cette intervention du HCR, d'abord sur la situation sur place des déplacés et des réfugiés, et ensuite que vous venez de compléter avec les partenariats possibles. Et effectivement, le cluster logistique, vous le partagez avec le PAM, j'imagine, comme ça se fait traditionnellement. Donc ça, c'est un mot pour les structures qui sont moins habituées à ces terrains d'urgence. Parmi les fonds et fondations, effectivement, les clusters, c'est des groupes entre agences des Nations Unies et grandes ONG internationales pour effectivement gagner en efficacité. Alors, je vois que justement, c'est un point que nous avons évoqué ce matin lors de la réunion organisée par le directeur du centre de crise et de soutien, Stéphane Romaté, qui est avec nous maintenant, qui vient de se connecter et que je remercie. La réunion a démarré avec une intervention du ministre Le Drian sur la situation, et je vais donc inviter Stéphane Romaté à nous faire part de son message par rapport à cette situation. Nous étions ce matin dans le cadre du groupe de concertation humanitaire. C'est un groupe qui se réunit régulièrement à l'invitation du centre de crise et de soutien, où sont représentés principalement des grosses ONG humanitaires, mais aussi des fondations, et notamment le Centre français des fondations, pour justement agir le plus efficacement, le plus coordonné possible entre acteurs publics, gouvernements et acteurs privés, associations, fondations, et également les collectivités territoriales. Et notamment, l'un des points importants évoqués par différents intervenants ce matin, c'est la difficulté actuelle sur le terrain de l'Ukraine et dans les pays voisins de l'organisation, de la coordination, ce qui est normal dans la mise en œuvre, et c'est d'autant plus important dans cette phase-là de rappeler ce qui a été dit tout à l'heure et qu'il faut insister, c'est d'abord l'argent. Ce qui circule le plus facilement, c'est l'argent. La logistique, ça coûte de l'argent, c'est du transport, donc il faut pouvoir soutenir directement financièrement tant qu'on peut le faire. Mais ensuite, on comprend les élans de générosité de nombreuses personnes à travers l'Europe, de vouloir partir, de vouloir aider. Et là, il faut pouvoir canaliser cette énergie, cette diversité, parce qu'elle peut aussi être préjudiciable parfois à l'action de terrain. Et c'est là où nous avons aujourd'hui cette première réunion avec vous, les fonds et fondations. Et je laisse la parole aussitôt maintenant à Stéphane Romaté, que je remercie. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je suis avec ma collègue Samira Ouzine. Et merci beaucoup, Benoît, de nous avoir proposé d'être avec vous aujourd'hui sur cette réunion qui est importante et qui nous permet de partager avec vous notre évaluation de la situation. Alors, quelques éléments. Il se trouve que je sors à l'instant même de notre réunion quotidienne que nous organisons au centre de crise avec tous les ministères français concernés de près ou de loin sur la gestion de la crise, et qui nous permet de mettre en commun notre évaluation de la situation. Alors, quelques indications d'abord sur la manière dont nous voyons les choses en Ukraine, et puis on viendra ensuite sur le volet humanitaire. Bon, nous sommes dans une phase de l'opération militaire russe qui est appelée à durer, qui va probablement s'intensifier à la fois dans son champ géographique et dans son intensification en termes de violence. Les Russes procèdent maintenant à une manœuvre qui consiste à encercler les principales villes, en commençant par les grandes villes de l'Est et du Sud, Kharkiv, probablement le siège d'Odessa, le siège de Mykolaïv qui est commencé, et puis une manœuvre qui va consister à prendre en étau la ville de Kiev. Ce qui s'est passé hier à Mariupol
avec le bombardement de l'hôpital et de la maternité, augure parfaitement de la tactique que les Russes vont suivre, à savoir une politique de la terre brûlée, de destruction systématique, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans toutes les opérations militaires récentes. Et ce matin, Benoît faisait référence à la présence du ministre, qui a rappelé l'expérience qui avait été la sienne comme ministre de la Défense face au siège des Russes à Grozny ou à Alep. Et il faut s'attendre exactement au même type de tactique militaire de la part de l'armée russe, avec tout ce que ça va entraîner de cortèges de destruction, de morts civiles et d'anéantissement de l'ensemble des infrastructures, non seulement militaires mais civiles, et dans les infrastructures civiles, y compris celles à caractère sanitaire, les hôpitaux, les écoles, etc., etc. Donc nous sommes partis très probablement pour une situation qui, dans les jours, les semaines qui viennent, va se traduire par une tragédie humanitaire de très grande ampleur. S'ajoute à cela, évidemment, et Benoît, notre collègue du HCR l'a indiqué également, les déplacements de population à l'intérieur de l'Ukraine, à l'extérieur de l'Ukraine, avec des flux très massifs. Le HCR estime, peut-être que les chiffres ont été donnés avant que je me connecte, mais les chiffres donnés font état peut-être de 4 à 5 millions de déplacés uniquement à l'extérieur des frontières. Donc nous sommes face à la fois à l'intérieur de l'Ukraine et à l'extérieur de l'Ukraine, sur une crise humanitaire d'une portée, d'une intensité absolument inouïe. Donc, ce que nous avons fait au centre de crise et de soutien, c'est d'abord, dans un premier temps, de répondre à des urgences humanitaires, des urgences extrêmes sur le plan humanitaire, en expédiant, d'ailleurs, dès avant la crise, et que nous avons eu les prémices de la crise, un certain nombre d'envois par fret livrés aux Ukrainiens par la frontière polonaise, en particulier en abri d'urgence pour mettre en protection les déplacés. Je rappelle que c'est encore la fin de l'hiver, qu'il y avait des tempêtes de neige encore ces jours derniers sur l'ouest de l'Ukraine, et donc des conditions de vie pour les déplacés, qui sont essentiellement d'ailleurs des femmes et des enfants et des familles, puisque les hommes de 18 à 60 ans sont tous réquisitionnés et mobilisables pour lutter contre l'envahisseur russe. Et donc, nous avons commencé par faire ce travail d'envoi d'urgence, qui a été poursuivi d'envoi de médicaments de première nécessité, de kits d'hygiène, à la fois vers l'Ukraine, à destination aussi des pays du pourtour, singulièrement la Pologne et la Moldavie. Et je voudrais vraiment attirer votre attention, l'attention de toutes les fondations, sur l'immense fragilité de la Moldavie, qui est littéralement submergée. C'est un petit pays sans beaucoup de ressources, 2,6 millions d'habitants, a été totalement submergé par des vagues de réfugiés qui n'est pas capable d'accueillir, évidemment. Et donc, une très grande inquiétude que nous avons sur la Moldavie, et donc la nécessité, là aussi, de prendre en compte l'urgence humanitaire en Moldavie. Donc, nous sommes dans une course contre la montre, pour tenter de faire parvenir l'aide humanitaire à l'intérieur de l'Ukraine, avec une vraie difficulté qui est évidemment l'accès des ONG, l'accès au territoire de guerre que représente aujourd'hui l'Ukraine, dans un contexte où l'agresseur russe ne respecte pas les conventions de Genève, ne respecte pas le droit humanitaire international, des violations avérées qui doivent d'ailleurs être rapportées. C'est ce que nous demandons aux ONG à chaque fois qu'elles ont connaissance de violations avérées du droit de la guerre, c'est que ceci soit porté à notre connaissance pour que nous puissions ensuite engager des procédures dans toutes les instances où ces procédures peuvent être engagées. Donc, urgence humanitaire à l'intérieur de l'Ukraine, à l'extérieur de l'Ukraine, des besoins immenses, à la fois sur le plan sanitaire, c'est l'urgence, sur le plan énergétique. Les Russes sont en train de détruire toutes les infrastructures électriques et donc un problème de génération d'électricité, en particulier pour les hôpitaux. Ça, c'est véritablement une très grande urgence. À plus long terme aussi, ça a été évoqué ce matin lors de la réunion autour de Jean-Yves Le Drian, l'impact de l'augmentation du prix de matières premières, en particulier du blé, puisque, comme vous le savez, l'Ukraine est un très gros producteur et exportateur de blé. Il est probable qu'avec le contexte de guerre, l'ensemencement des terres ukrainiennes ne sera pas possible cette année, et donc avec l'impact que ça va avoir tout simplement sur l'alimentation de la population ukrainienne dans les mois à venir.
Donc, face à cela, il est absolument urgent de se mobiliser. Nous sommes dans une crise qui va durer probablement très longtemps. Il y a la crise de l'urgence, qui est celle du moment. Il y aura ensuite, après, mais nous n'y sommes pas encore, évidemment, la phase de reconstruction, mais nous n'y sommes évidemment pas encore. Mais il faut se préparer encore probablement pour des semaines et des semaines à gérer l'urgence. Face à cela, il y a des manifestations de solidarité qui s'expriment. Je mets de côté la question de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. C'est un autre sujet, mais on pourra en parler si vous avez des questions sur ce point. Sujet sur lequel l'État s'organise aussi pour, en quelque sorte, coordonner toutes les initiatives des territoires, des collectivités locales, des associations, y compris même des particuliers. Mais pour nous, l'urgence, et ça a été rappelé, je crois, par Benoît à l'instant, c'est de pouvoir effectivement canaliser toutes les manifestations de solidarité qui s'expriment par voilà, tous les milieux français qui s'émeuvent à juste titre, qui expriment leur émotion sur la violence des événements qui se déroulent en Ukraine. Donc, pour ce faire, nous avons, alors, il y a beaucoup de gestes de solidarité qui sont exprimés un peu partout dans le pays, des dons de toute nature. Benoît le rappelait, en réalité, ce qu'il faut, c'est partir des besoins des Ukrainiens. Les dons comme ça, qui d'ailleurs parfois s'alimentent aussi, représentent aussi parfois un peu des opérations de vide-grenier, ne correspondent souvent pas du tout aux besoins des populations ukrainiennes. Et donc, il faut que nous canalisions tout cela. Alors, pour ce faire, nous avons créé un certain nombre de vecteurs. C'est pour ça que je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. D'abord, nous avons mis en place un fonds pour recueillir les contributions financières des collectivités locales. Nous appelons ça le FACECO, sous le contrôle de vous, Samira. FACECO, ça veut dire fonds de concours pour les collectivités territoriales, qui permettent aux départements, aux régions, aux villes de contribuer donc par ce fonds de concours à des actions humanitaires que nous mettons, que nous fléchons, et avec évidemment, nous rendrons compte de l'utilisation de ces crédits qui sont versés au FACECO. L'urgence, je vous cite un exemple, c'est par exemple l'achat de générateurs, à la fois pour la Moldavie et pour l'Ukraine, que nous financerons grâce à ces contributions d'un certain nombre de collectivités locales. Nous avons mis en place par ailleurs un deuxième fonds, et puisque vous représentez des fondations d'entreprise, je m'adresse à vous, qui est géré également par le centre de crise du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, un fonds à destination des entreprises. Donc j'enverrai à Benoît une description de ce fonds, la manière dont ça marche, et ce fonds est destiné là aussi à recueillir les contributions des entreprises qui souhaiteraient marquer leur solidarité à l'égard de l'Ukraine. Et là aussi, c'est une garantie de transparence totale. Ces contributions sont affectées notamment au travail des ONG, mais aussi à des achats directs que nous faisons sur des besoins d'urgence qui nous sont exprimés soit par les autorités ukrainiennes, soit le cas échéant par les autorités moldaves ou par des pays du pourtour de l'Ukraine. L'urgence pour nous aussi, c'est de pouvoir mettre en place une organisation, de structurer une réponse humanitaire française, en particulier aux portes de l'Ukraine, en particulier côté polonais. Nous sommes en train d'organiser un hub humanitaire français. Et donc là aussi, nous sommes à la recherche de financement pour justement pouvoir financer l'organisation de plateformes humanitaires qui permettraient effectivement de disposer de lieux de stockage, de lieux d'entreposage, de lieux de tri aussi de toutes les contributions humanitaires qui seraient adressées à l'Ukraine. Donc voilà un petit peu le panorama qu'avec Samira, nous voulions vous décrire. Urgence humanitaire totale, nous sommes dans le temps long aussi. Il faut se préparer à une crise humanitaire de grande ampleur et de longue durée et nécessité de mobiliser tous ceux qui veulent exprimer leur solidarité, essentiellement par des voies financières, parce que c'est ces contributions financières qui permettent de répondre le mieux, effectivement, à l'analyse de terrain et aux besoins tels qu'ils sont exprimés par les autorités ukrainiennes. L'administration ukrainienne continue de fonctionner, même dans des conditions très, très difficiles. Nous avons des contacts avec le ministère de la Santé, nous avons des contacts avec le ministère des situations d'urgence. Je vous cite juste un exemple. Hier, le ministère des situations d'urgence nous a adressé une requête de financement spéciale pour que nous puissions faire parvenir du matériel de lutte contre l'incendie, des camions de sapeurs-pompiers, des échelles de sapeurs-pompiers pour les sapeurs-pompiers, des vêtements de protection
Il y a eu aussi une demande qui nous a été exprimée hier par le ministère de la Santé pour de la transfusion sanguine. Donc voilà, on voit bien que le gouvernement ukrainien a désespérément besoin de notre assistance. Et de ce point de vue, la contribution de chacun, à travers les vecteurs financiers que je vous ai indiqués, sera très précieuse pour mettre en position la France, la générosité française, la générosité de nos fondations d'entreprise, de pouvoir ainsi contribuer à l'expression de notre soutien face au courage du peuple ukrainien. Voilà, cher Benoît, ce que je voulais vous dire. Et évidemment, avec Samira, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Stéphane pour cette intervention très précise et cette alerte qui est donnée sur la situation actuelle et à venir. Nous l'avons, enfin je l'ai rappelé en préambule puisque ça a été dit ce matin à juste titre. Effectivement, nous savons que cette crise aussi va avoir des répercussions sur les autres crises humanitaires, les crises parfois oubliées. On a cité le Yémen, mais d'autres pays qui sont parfois touchés par les prix, notamment des denrées alimentaires et d'autres choses. Donc, on doit rester vigilant en termes de solidarité internationale sur l'Ukraine, bien sûr, et aussi les autres pays. On a dit aussi tout à l'heure un mot, nous avions Delphine Moranis, qui est la directrice de FILEA, qui est le réseau européen des fondations. Elle était avec nous puisque le Centre français des fondations a mis au point logistiquement un site dédié pour qu'il y ait des synergies entre les fondations. Ça a été aussi rappelé ce matin par Karine Maud à La Réunion. Voilà, nous engageons avant tout les sommes d'argent prioritairement avant les choses en nature parce que ça demande de la logistique et souvent c'est plus compliqué à gérer. Alors, il y a déjà plusieurs demandes de parole. Alors, je vais passer la parole à Francis Charon parce qu'il a levé la main à un moment donné. Et puis ensuite, je vois qu'il y a aussi Vita Semignac. Je rappelle juste pour Stéphane Romaté et l'équipe que le Centre français des fondations, ce sont des fondations d'entreprise, mais pas uniquement. Ce sont tous les types de fondations en France. Voilà, donc il y a 16 statuts de fondation, je ne vais pas les énumérer, mais ça va au-delà des fondations d'entreprise, bien entendu. Francis ? Merci Benoît. Donc la situation, vous l'a expliqué. Vous savez que je dirige le cercle des fondations qui travaillent à l'international, mais je dirige aussi, je préside un groupe qui s'appelle le groupe de réflexion et d'urgence de la post-crise, qui regroupe toutes les ONG françaises. Donc je leur ai fait parvenir un petit questionnaire pour savoir où elles travaillent et ce qu'elles font, de façon à ce qu'on puisse rassembler des informations qu'on mettra à votre disposition. Et ça vous permettra, si j'ose dire, de choisir les actions qui vous paraissent les plus opportunes en fonction de vos objectifs des uns et des autres. Il est évident que ces informations seront mises au Centre français des fondations de façon à ce que ça soit coordonné en France et ensuite en Europe. Et je pense que cette question de coordination, deux choses qui ont paru importantes, c'est la coordination et, comme vient de dire le directeur, c'est aussi la question des petits États comme la Moldavie et son pays voisin qui est tout petit, et tous les petits États qui n'ont pas la capacité administrative, logistique de suivre de faire face à une telle urgence. Donc c'est une focalisation qui paraît importante. La Pologne a l'air de se débrouiller pas trop mal, la Hongrie on ne sait pas encore, et la Tchéquie peut poser des problèmes aussi, je crois, monsieur le directeur. Voilà. Merci Francis. Je vois qu'on a une question aussi, la main est levée pour Vita Semignac. Oui, bonjour. Vita Semignac, groupe 1J. Ma question est, quelle est votre vision, c'est pour Stéphane Romaté, quelle est votre vision de l'extension de conflit du point de vue géographique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le nord, l'est et le sud qui est vraiment en fait dans les zones de combat et de conflit. Comment vous voyez les choses? Est-ce que ça va progresser vers l'est? Est-ce que par exemple les villes calmes, les grandes villes calmes comme Dnipropetrovsk, Dnipro aujourd'hui vont subir le même sort que les autres? Parce que pour nous aujourd'hui, dans la réflexion aussi, est-ce que en fait en termes de logistique, s'il y a des points de passage par lesquels on peut passer pour amener de l'aide humanitaire? Et je vais répondre à votre question, madame. Nous, ce que nous pensons, c'est que nous sommes d'abord dans une phase où il faut anticiper une extension du conflit, de la guerre sur l'ensemble du territoire ukrainien. L'objectif des Russes, il est très simple.
vous l'avez d'ailleurs entendu, dans la propagande russe, dans la propagande de Poutine, c'est d'obtenir ce qu'il appelle la dénazification de ce pays. C'est-à-dire en réalité un changement de pouvoir, l'élimination de la classe politique qui aujourd'hui dirige l'Ukraine. Donc ça, c'est l'objectif que se sont fixés les Russes. Et donc ils vont s'attaquer à l'ensemble des villes où les symboles du pouvoir ukrainien continuent à pouvoir s'afficher. Kiev, mais aussi les grandes villes, Kharkiv bien entendu, Odessa, à Odessa aussi parce qu'il y a le dessein de pouvoir contrôler l'ensemble des zones ukrainiennes qui sont littorales de la mer Noire, et très probablement aussi Lviv, parce que l'ouest du pays est aussi le lieu par lequel transite l'approvisionnement de l'Ukraine. Et il y a probablement dans les objectifs stratégiques des Russes la volonté de pouvoir couper les lignes d'approvisionnement. Donc la bataille de Lviv, soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain, sera livrée. Ça, donc il y a très certainement à anticiper une extension de l'offensive militaire russe sur l'ensemble du territoire, mais avec en opposition, évidemment, une résistance nationale ukrainienne que probablement les Russes n'avaient pas anticipée et qui est effectivement tout à fait remarquable. Deuxième sujet, il ne faut pas exclure une extension régionale du conflit, à travers en particulier l'entrée en guerre de la Biélorussie. Évidemment, si jamais la Biélorussie devait entrer en guerre, envoyer ses troupes sur le sol ukrainien, nous serions dans un autre cas de figure, puisque nous serions dans un conflit régional avec trois pays belligérants, en quelque sorte, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Et puis, ne pas exclure aussi le risque d'extension. On a parlé tout à l'heure des grandes fragilités de la Moldavie. Vous savez qu'une fraction de la Moldavie, ce qu'on appelle la Transnistrie, est une région qui prétend, parvenir à son autonomie, voire à sa sécession, peuplée d'une très forte minorité russophone. Et donc là, il y a aussi sur l'avenir de l'intégrité territoriale de la Moldavie une interrogation. Et puis des inquiétudes aussi de la part d'autres pays. On pense en particulier évidemment à la Géorgie, avec le souvenir de ce qui s'était passé en 2008. Et donc ne pas exclure effectivement, ce qui est quasiment certain, c'est l'extension de l'ensemble de l'offensive militaire à l'ensemble du territoire de l'Ukraine, et le risque évidemment d'une extension régionale qui donnerait une autre dimension à ce conflit. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est en tout cas l'analyse que nous faisons ici au centre de crise. Si, c'est une réponse très claire sur ces enjeux majeurs qui risquent de vraiment se propager. Il y a également une question de Raphaël René-Bazin. Oui, bonjour. Merci. Je voulais juste apporter un petit témoignage parce que voilà, le HCR a parlé et moi, au titre de la fondation du groupe RATP, et pour le groupe, on a mis en place une collecte auprès des collaborateurs. Et en fait, je voulais témoigner de la rapidité, de la facilité de la mise en place de ce type d'outils très attendus par les collaborateurs, et grâce au soutien voilà, en l'occurrence, nous, on a fait le choix du HCR et de la Fondation de France, mais voilà, je voulais témoigner de ça. Et donc, comme le CFF également a mis en place ce petit site internet, j'ai partagé ce que nous avions fait parce que c'était aussi en échangeant avec un certain nombre de pairs et de fondations qu'on a pu aussi rapidement trouver les moyens de mettre en place cette collecte. Et par ailleurs, dans le cadre des statuts de la Fondation, on a fait donc un don à chacune des organisations dans le cadre des statuts qu'on pouvait faire à ce stade. Mais voilà, et merci vraiment au CFF de nous rassembler et de toutes ces informations qui nous sont très utiles. Merci, oui, donc c'est effectivement, ça correspond au souci de pouvoir canaliser, susciter, organiser du mieux possible pour répondre vraiment aux besoins sur le terrain et que ça ne parte pas uniquement d'un élan de générosité qui ne satisfasse pas et qui ne rencontre pas ces besoins. Et donc là, on est dans une première réunion. Il y a bien sûr des fondations qui sont déjà très proches depuis des années, depuis longtemps, toujours avec le terrain, avec des ONG professionnelles. D'autres, ce n'est pas le cas. Et c'est notre rôle au Centre français des fonds et fondations de faire ces connexions-là, justement. Et donc, ce site qui a une dimension européenne, le site proposé par le Centre français des fondations avec Filéa, va permettre
de faire le lien avec des fondations européennes aussi qui s'engagent sur des projets, et vous pourrez trouver, en fonction des thèmes, des registres. On a vu que ça allait voilà, sur les lances incendies, il y en a, c'est des produits bébés, et je rappelle que tout ce qui est la logistique, tout ça est nécessaire pour les populations. Donc, nous allons poursuivre. C'était aujourd'hui un premier point pour pouvoir essayer de coller à ces réalités-là et de les suivre en espérant pouvoir les contenir vu les enjeux, vu ce qui est en jeu aujourd'hui, et qui a un impact, encore une fois, sur d'autres crises mondiales par répercussion, malheureusement, énergétique, alimentaire et dans bien d'autres domaines. Donc, il nous faut redoubler de vigilance, d'engagement, et c'est important ce qui vient d'être dit. On sait que les personnes attendent qu'on leur propose, ont envie d'être solidaires, et elles ont besoin d'être canalisées. Donc, c'est effectivement grâce aussi au centre de crise qu'anime régulièrement ce groupe de concertation humanitaire que l'on pourra vous partager, faire le suivi, et puis nous aurons bientôt la réunion annuelle des fondations françaises, des fonds et fondations. C'est dans moins d'un mois, c'est du 6 au 8 avril à Annecy, au Pensières, où nous pourrons effectivement revenir, entre autres, sur tous nos sujets sur ces points-là. Et si une personne du centre de crise veut venir à cette occasion aussi physiquement, elle est la bienvenue, sachant qu'on aura aussi à la fin du mois d'avril la réunion, le forum espace humanitaire. Il y aura entre-temps le forum européen humanitaire. Donc voilà, avec Francis Charon, on est un certain nombre, également Karimo, Alexandre Giraud de la Fondation de France, à être connectés à ces réalités humanitaires de par nos expériences antérieures. Donc nous pourrons bien sûr du mieux possible vous porter connaissance des agences onusiennes, des grandes ONG internationales et aussi des ONG nationales qui ont besoin d'être encouragées dans tous ces pays-là, ça a été rappelé, pour pouvoir aider au mieux les populations. Donc, je regarde s'il y avait une question additionnelle. Nous arrivons à la fin de la session, qui était prévue d'1 heure pour commencer, donc nous n'aurons pas le temps de balayer tous les projets des fonds et fondations actuels. Ça se fera par le site, mais nous le ferons ultérieurement dans une prochaine réunion. Mais avant ça, je voudrais donner la parole, je vois, à Jolanta Cech de la Fondation Caritas. Alors, justement, je voulais porter un petit témoignage dans le sens dans quelle mesure la connaissance du terrain est importante pour ce genre d'action. Je m'exprime en nom de Fondation Caritas France. Nous, évidemment, nous ne sommes pas opérationnels. Nous avons lancé la collecte avec le lien étroit des Secours catholiques et tout le réseau des Caritas. Et nous avons cette chance d'avoir des partenaires sur le terrain parce que directement travailler avec 2 Caritas en Ukraine et après avec les Caritas des pays limitrophes comme Pologne, Slovaquie ou la Roumanie. Et effectivement, la première question, c'est d'avoir des fonds et après pouvoir trouver des bons partenaires sur le terrain. Parce que c'est des choses qu'on a déjà un peu expérimentées différemment dans des grandes crises, enfin type tsunami, etc. Et c'est surtout de ce que vous me soutenez souvent, c'est de bien structurer cette aide pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Voilà. Et nous avons effectivement lancé l'appel aux dons sur notre site, etc. Et on collabore directement après via Secours 4 avec les partenaires sur place. C'est vraiment très positif. En espérant que la crise, effectivement, ne va pas durer plusieurs années, parce que c'est une tragédie et on verra bien comment ça se passe dans les pays limitrophes. Merci pour votre témoignage. On sait que la Fondation Caritas est l'une des fondations les plus engagées à l'international dans la solidarité historiquement, et que vous abritez une centaine de fondations aussi. Oui. Non, mais c'est pas pour faire la pub de ma fondation. C'est pour moi, ce qui est très important, c'est avoir la connaissance qui se passe sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de très bonnes volontés, mais il faut les structurer et il faut les attribuer là où c'est nécessaire. Tout à fait. Je pense que merci de préciser cela, parce que c'est bien l'objet de cette première réunion, et en lien encore une fois avec aussi le ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, qui pourra, en lien avec les ONG professionnelles et les agences onusiennes sur le terrain, nous aider à avoir les projets prioritaires avec les interlocuteurs solides pour pouvoir les gérer sur place. Et ça, c'est un point capital. Alors, Francis, vous voulez dire un mot? Non, mais c'est juste pour finir, pour dire
pour ce que vient de dire Yolanta, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. On ne pense pas toujours à ça, on préfère aller vers des grandes organisations, ce qui est tout à fait compréhensible quand on n'a pas la connaissance logistique. Mais le soutien de la société civile qui est encore existante en Ukraine est extrêmement important, de soutenir les associations locales qui existent maintenant. Il y a une société civile, des associations locales qui travaillent, et donc les soutenir, c'est aussi très important qu'il ne se passe pas comme à Haïti ou d'autres endroits où toutes les organisations locales ont vu passer les camions, les voitures, l'aide et n'ont pas pu travailler. Donc vraiment, si on veut faire de la cohésion avec le peuple ukrainien, c'est aussi de travailler avec ces organisations. C'est plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, mais comme de toute façon, comme l'a dit le directeur, on n'est pas au bout du chemin et loin de là. Mais vraiment, ce qui vient d'être dit par Caritas, qui est aussi la politique de la Fondation de France de soutenir des petites associations locales, gardez ça bien en tête, c'est extrêmement important pour l'avenir parce que un jour, il en restera quelque chose, même si immédiatement ça aide. Après, il restera la structuration de la société civile ukrainienne sur des opérations d'urgence. Merci. Merci Francis. Donc, nous allons clôturer cette première session d'information, de partage d'informations. Je vais proposer à Stéphane Romaté de dire un dernier mot s'il le souhaite. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat et nous avons mis le lien sur la plateforme qui va entrer en service, qui est en train d'entrer en service. Je vois qu'il y a une question notamment d'une fondation d'entreprise. Peut-elle répondre à l'urgence humanitaire même si ce n'est pas dans la vocation de sa fondation? Il y a des possibilités. Donc là, on vous aidera, notamment Nicolas Mitton, le responsable juridique et affaires publiques au Centre français, pourra vous répondre. On va vous accompagner. Je vois quelques questions, on ne va pas pouvoir y répondre globalement tout de suite, mais on les prend en compte, l'équipe les note et va vous recontacter pour vous répondre. C'est bien le rôle du Centre français des fonds et fondations que de vous accompagner du mieux possible dans votre totale liberté dans ces éléments de générosité. Alors, Stéphane, est-ce que tu souhaites dire un mot, une recommandation en particulier ou un point particulier? Merci beaucoup, Benoît. Simplement pour dire à tous ceux qui sont avec nous en ligne cet après-midi sur la plateforme qu'on est là à votre disposition. Nous fonctionnons 24 heures sur 24. Nous avons mis en place un pôle humanitaire pour gérer la crise ukrainienne, donc qui est joignable en permanence. Je donnerai à Benoît les coordonnées, comme ça Benoît pourra les répercuter sur les adhérents du CFF. Et voilà, et vous rappelez simplement effectivement que l'urgence humanitaire extrême que connaît l'Ukraine, notre relation nous avons avec ce pays commande vraiment que nous aidions les Ukrainiens qui sont dans une situation de désespoir absolu face au rouleau compresseur russe. Les besoins sont immenses et donc on a besoin de toutes vos volontés, de toutes vos contributions pour justement marquer cette proximité que nous avons avec ce peuple ukrainien et cette guerre qui se livre à nos frontières. Voilà, et donc vous rappelez notre disponibilité, celle de toute l'équipe du Centre de crise et de soutien, et puis à tout moment, Benoît, au-delà de notre permanence ici, notre mobilisation 24 heures sur 24, à tout moment, s'il est nécessaire de refaire cette réunion à intervalles réguliers, nous sommes là à votre disposition pour vous permettre de savoir ce qui se passe sur le terrain, savoir quels sont les besoins et comment nous pouvons en quelque sorte orienter de la manière la plus efficace possible les contributions que vous souhaitez apporter à l'urgence humanitaire en Ukraine. Merci à vous tous. Merci pour cette disponibilité, cette intervention. Je rappelle aussi que c'est le centre de crise et de soutien, et donc qui suit aussi tous les ressortissants français à l'international. Et donc, vous avez aussi cette responsabilité au centre de crise, à travers le monde, de suivre nos ressortissants français lorsqu'ils sont dans des situations délicates, difficiles. Donc, je salue, et je pense que Francis le partage avec moi, le travail qui se fait de collaboration entre les acteurs publics et privés autour du centre de crise et de ses équipes. Un grand merci. Et Stéphane, il faut aussi préciser ce que tu as dit ce matin, c'est-à-dire que tous les gens qui vont travailler là-bas doivent s'inscrire à la connaissance de l'ambassade. Oui. Alors ça, effectivement, je le dis en passant en quelque sorte, l'Ukraine est une zone de guerre et donc avec tous les risques immenses qui doivent être associés à tout déplacement en Ukraine. Et donc, je presse
tous ceux, mais c'est surtout les travailleurs humanitaires, hein, ceux qui travaillent pour les organisations d'urgence, éventuellement les journalistes, tous ceux qui ont une bonne raison d'aller en Ukraine pour, à titre professionnel, de se signaler auprès du centre de crise. C'est absolument impératif que nous puissions vous connaître ceux qui vont là-bas, pouvoir vous géolocaliser, hein, pour que nous pouvons faire ce suivi depuis le centre de crise dans des conditions très, très difficiles, mais il est absolument important que pour ceux d'entre vous qui auraient des motifs impérieux de se rendre là-bas, à raison de votre engagement humanitaire, par exemple, que vous puissiez nous le faire savoir. Mais en ce moment, vraiment, compte tenu de l'offensive militaire russe, nous vous mettons en garde. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller, y compris franchir les frontières de l'Ukraine pour aller délivrer eux-mêmes l'aide humanitaire ou les contributions en nature qu'ils ont rassemblées, ramassées en France. Nous dissuadons totalement d'entreprendre ce voyage. Il faut vraiment que ce soit des professionnels de l'action humanitaire en zone de guerre, hein, qui puissent aller là-bas, et eux seulement, ou des correspondants de guerre des médias, mais ça suppose aussi que nous puissions avoir leur traçabilité, hein, pour que l'autre versant des activités du centre de crise, c'est-à-dire la sécurité de nos compatriotes, que nous puissions effectivement vous avoir en quelque sorte en compte. Hein, mais vraiment, aujourd'hui, le moment n'est pas d'aller, c'est pas le moment d'aller en Ukraine. Hein, voilà. Merci pour ces dernières précisions. Et effectivement, à travers les fonds et fondations, n'encouragez pas des personnes pleines de bonne volonté et d'énergie. Invitez-les à se rapprocher des organisations professionnelles avec lesquelles on pourra agir. C'est dans leur intérêt parce que, on l'a rappelé ce matin aussi, il y a près d'une trentaine d'années, lorsque c'était l'ex-Yougoslavie, on a vu ça arriver toute l'Europe et il y a eu des choses très, très, très malheureuses. Donc, parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe très mal. Donc, il faut effectivement, j'appuie ce qui vient d'être dit, toujours canaliser vers des organisations professionnelles reconnues, sachant que chacun a sa place, bénévolement ou professionnellement, du moment qu'on a la volonté, on peut le faire. Hein. Et c'est bien l'esprit aujourd'hui de notre échange. Je ne sais pas, Jean-Marie, je te vois à la caméra, si tu veux dire un mot. Non, mais enfin, moi, ce qui résonne, c'est effectivement les années passées en Bosnie. Et effectivement, à la fois une générosité et une présence extraordinaire de nombreux bénévoles qui sont là et qui font chaud au cœur. Je pense aux populations locales, aux gens engagés, mais de l'autre part, comme vous l'avez tous dit, des logistiques kafkaïennes, des contresens économiques absolument absurdes, de ce qu'a coûté des convois de choses inutiles jusqu'au lieu. Voilà, donc maintenant, il faut qu'on fasse la part entre ce que chacun a impérieusement, moralement besoin de faire en répondant à la collecte de quartier ou autre, et qui est, je pense, importante. Et puis, effectivement, je ne peux que souscrire sur le fait de dire, voilà, ce qui manque le plus à ces gens, ce n'est pas des t-shirts, c'est des sous-vêtements, c'est des chaussures, et c'est des choses qui ne viennent pas dans ce qui est donné par les Français. Donc, voilà, donc j'en rajoute pas plus, mais ensemble, en tout cas, il faut qu'on fasse face. Merci Jean-Marie, et je remercie toutes et tous pour votre temps et cette attention. Et puis donc, je renouvelle du coup l'invitation à Stéphane Romaté, Samira et l'équipe, ceux qui pourraient venir au rassemblement annuel des fondations qui aura lieu du 6 au 8 avril au Pensières, et sachant qu'aussi il y aura la suite à la fin du mois avec le Forum Espace Humanitaire. Merci, nous restons en contact. Le cercle fera une réunion dès que de besoin. Tout à fait, tout à fait. Merci, bon après-midi, nous restons connectés. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.